sera consacré aux relations entre la France et les États-Unis. Un vaste sujet, hein, comme on le sait, puisque ce sont comme on le sait très bien, des relations à la fois les plus tendres et les plus vaches, hein, donc, pour toutes sortes de raisons. Donc, je pense que j'ai résumé en 2 mots la situation. Vous pouvez partir. Les vaches. Donc, autour de ce thème, l'orateur du jour va développer la question. Pierre-François, à toi. Merci beaucoup. Je pense que j'ai pas besoin du micro. Vous entendez jusqu'à... Mais le meilleur, on peut faire une photo. C'est mieux pour la vidéo. Peut-être pour la Parfait. vidéo. Pour la vidéo, c'est bon. Ah oui, d'accord. Merci. Bien, donc Philippe a, comme à son habitude, admirablement résumé la conférence d'aujourd'hui, que j'ai intitulée « Notre plus vieil allié ». Alors je ne sais pas si vous savez de qui est ce membre de phrase, notre plus vieil allié. Sans doute cela vous a-t-il échappé. C'est une phrase qui a été prononcée le 30 août 2013 par John Kerry, secrétaire d'État américain, ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Et elle a été prononcée dans un contexte très particulier où les États-Unis d'Amérique comptaient leurs alliés dans la possible intervention en Syrie qui se préparait, qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs, mais c'est un autre sujet, mais qui à l'époque était tout à fait d'actualité. Les États-Unis comptaient leurs alliés, il y avait la France qui était prête à partir, il y avait l'Australie, et en gros il y avait la Ligue arabe, et puis c'était tout. Et donc John Kerry, dans cette circonstance, a parlé de la France comme le plus vieil allié des États-Unis. Il y a un autre pays que ça a considérablement vexé, plus que vexé, mortifié même, comme vous pouvez l'imaginer, c'est naturellement la Grande-Bretagne. C'était de la part de John Kerry, en fait, sans doute un oubli en vérité, ou peut-être que sa langue avait un peu fourché, ou qu'il s'est emporté, comme ça arrive parfois, même aux meilleurs hommes politiques par l'enthousiasme. Mais en tout cas, les Anglais en ont conçu une aigreur assez considérable, comme vous allez le voir ici. Alors, je vous demande, si possible, de ne pas regarder du côté gauche de cet admirable journal de référence qui est le Sun, mais plutôt du côté droit. Pour ça que je vous conseillais de venir plus près. Mais bon. Nous avons donc ici une notice nécrologique, comme on dit en français, Death Notice. Cette notice nécrologique concerne la Special Relationship, la relation privilégiée entre, comme on l'appelle, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est assez drôle, donc si vous n'arrivez pas à lire, la relation privilégiée est morte à la maison après une maladie soudaine le jeudi 29 août 2013 à l'âge de 67 ans. C'était la fille chérie de Winston Churchill et de Franklin Roosevelt. Elle avait été aimée d'amour par Margaret Thatcher, Ronald Reagan, John Major, George Bush Sr., Bill Clinton, Tony Blair et George W. Bush. Et pour ces funérailles, s'il vous plaît, pas de fleurs. Donc les Anglais avaient pris ça vraiment très à cœur. Bon, le Sun, évidemment, comme vous le savez, c'est un tabloïd, c'est pas un journal sérieux, mais il n'empêche que ça a été pris de façon extrêmement désagréable. Alors, au fond, la première question qui se pose, c'est est-ce que, historiquement, John Kerry a raison ou non? Est-ce que la France est effectivement le plus vieil allié des États-Unis? La réponse me paraît assez évidente, c'est plutôt oui. Et historiquement, il a raison de dire que la France est un plus ancien allié que la Grande-Bretagne, puisque les États-Unis sont nés précisément de la révolte contre le roi d'Angleterre. Et tout au long des 240, j'ai arrondi à 240, en fait c'est 239 ans d'histoire commune, cette alliance, cette espèce d'amour vache et tendre, comme disait Philippe, s'est forgée au feu des batailles. Alors un petit quiz pour commencer. Est-ce que vous savez quels sont les deux seuls grands pays, comme on dit, occidentaux du moins, avec lesquels la France n'a jamais été en guerre? Je vais donner la réponse hein, de toute façon, mais c'est pas un interrogatoire ni une interrogation. La France a été en guerre à peu près avec tous les pays d'Europe.
Et ça, c'est le privilège des anciennes nations, puisque, comme vous le savez, la France est France depuis beaucoup plus longtemps que l'Italie, que l'Allemagne, que le Portugal. Bon. Et donc, a eu l'occasion de faire la guerre à peu près avec tout le monde, avec les Anglais, avec les Russes, avec les Espagnols, avec les Portugais lorsque le Portugal était annexé à l'Espagne, et même avec la Belgique, lorsque la Belgique était la Flandre. Il n'y a que 2 pays avec lesquels nous n'avons jamais été en guerre. Les voici. Les États-Unis d'Amérique et puis la Pologne. Je passe rapidement sur la Pologne parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais pour un diplomate français, on s'en rencontre assez vite, la relation avec les Polonais est toujours extraordinaire. Quelle que soit la personnalité de l'ambassadeur polonais ou de l'ambassadeur français, il y a toujours une relation spéciale, comme entre l'Angleterre et l'Amérique, une relation qui est faite très souvent, surtout quand le soir on prend un pot ensemble, et avec les Polonais c'est jamais un pot, une relation qui est faite là pour le coup d'amour tendre, pas du tout d'amour vache, contrairement aux États-Unis. Mais enfin c'est un fait, ce n'est qu'avec ces 2 pays qu'on n'a jamais été en guerre. Alors évidemment, ça vous le savez certainement, surtout les Américains naturellement, on a quand même failli être en guerre avec les États-Unis. Dans les années 1770, lorsque l'épopée de Lafayette et de quelques autres s'est mise en route, dans les années 1770, en vérité, la France, lorsqu'elle est venue au secours des insurgés, les insurgents américains, l'a fait peut-être d'abord pour des raisons franco-françaises. En vérité, pour laver l'humiliation de la guerre de 7 ans contre la Grande-Bretagne et de la perte définitive, comme vous le savez, du Canada en 1763. Et donc le roi de France a vu dans l'insurrection américaine un moyen de laver cet affront de la guerre de 7 ans et au fond de chercher des noises aux Anglais sur leur nouvelle terre, plus même que d'aider les insurgés. Mais enfin, c'est pas vrai de tout le monde. Certains, en particulier Lafayette naturellement, étaient véritablement animés par l'esprit des Lumières et considéraient d'une certaine manière que ce qui n'était pas possible en France à l'époque, c'est-à-dire l'instauration d'une république, il fallait attendre encore quelques 15 ans, ce qui n'était pas possible à l'époque en France était possible depuis 1776 aux États-Unis. D'où ce souhait de venir en aide aux insurgés américains. Enfin, je le disais, on n'est quand même pas passé loin d'une guerre entre la France et les États-Unis juste après, puisque en gros, dès l'exécution de la décapitation de Louis XVI, les relations entre la France et les États-Unis ont commencé à se tendre considérablement. C'était l'époque où, dans votre pays, les 2 grands partis commençaient à se créer, non pas républicains et démocrates, mais républicains-démocrates d'un côté et fédéralistes de l'autre. Républicains-démocrates étant plutôt francophiles et attachés à l'alliance avec la France révolutionnaire, et fédéralistes étant plutôt pour un retissage, en quelque sorte, des liens entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. À l'époque, dans les années 1770, le marquis de Talleyrand était réfugié après la terreur en France aux États-Unis, à Philadelphie, et on a des lettres de lui où il fulmine contre l'ingratitude américaine, contre le fait notamment qu'un traité avait été signé entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, le traité Jay, du nom de John Jay, qui était un diplomate américain. En vérité, on devrait dire Jean Jay d'ailleurs, puisque c'était un diplomate français au départ, mais qui était parti aux États-Unis, et son nom collait parfaitement pour une prononciation anglo-saxonne. Il y a eu ensuite une affaire très grave au début des années fin des années 90, de pot de vin. Talleyrand, toujours le même, était devenu ministre des Affaires étrangères français. Bonsoir Athéna. Ces émissaires avaient demandé aux Américains, qui évidemment déjà à l'époque n'aimaient pas ça, en gros des pots de vin pour faire passer des messages, et on est passé tout près d'une guerre entre les États-Unis et la France. On est passé en fait à ce qui s'est appelé à l'époque l'état de quasi-guerre. Il y a eu des combats navals,
quelques-uns, plutôt des escarmouches à vrai dire. Les Américains ont autorisé les Britanniques à arraisonner les navires français dans les eaux territoriales américaines, donc on est passé pas loin de la catastrophe. Mais enfin, jamais la guerre n'a été déclarée, et cela vraiment grâce à l'impulsion et au leadership politique pour moi, un de vos plus grands présidents, qui était John Adams, et qui a mis tout son poids dans la balance pour éviter précisément que de la quasi-guerre, on passe à la guerre ouverte. Malgré tout, on a toujours évité de se faire la guerre, ce qui est évidemment une bonne chose, et on a au contraire fondé une espèce de mythologie franco-américaine assez rapidement. Alors ça, c'est pris cette année, en juin, et vous savez peut-être quel est ce très beau vaisseau, c'est l'Hermione, la réplique exacte du vaisseau de Lafayette, qui, 200 ans plus tôt, avait croisé vers l'Amérique et participé au combat de la guerre de libération américaine. Ce navire est revenu cet été aux États-Unis, enfin sa réplique est revenue cet été aux États-Unis. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a les deux drapeaux à côté l'un de l'autre, et a débarqué pour sa première escale américaine à Yorktown, qui évidemment pour un Américain a une charge émotionnelle, c'est le berceau de l'Amérique, enfin en tout cas des États-Unis, une charge émotionnelle extrêmement forte. Ensuite, le vaisseau a fait 12 stations, 12 escales aux États-Unis, sur la côte Est, avec une espèce de feu d'artifice final à New York, le jour du 4 juillet, le jour de l'indépendance américaine, où il a été fêté dans le port de l'île de Manhattan. J'ai mis ici cette lettre de Lafayette à sa femme, qui résume bien ce que pouvait être l'idéalisme des relations entre la France et les États-Unis à l'époque. Je lis juste une partie. Libre moi-même plus que personne, venant comme ami offrir mes services à cette république si intéressante, je n'y porte nul intérêt personnel. Le bonheur de l'Amérique est intimement lié au bonheur de toute l'humanité. À l'époque, n'oubliez pas, c'était encore la France monarchique, et la possibilité de la République, l'idée de la République n'était pas possible chez nous, mais était non seulement possible, mais devenue réalité chez vous. À cette image un peu iconique en correspond une autre que vous allez reconnaître tout de suite ou imaginer tout de suite. Alors, le président français est à droite, il y a un indice, il y en a même deux, mais le premier indice, c'est quand même la différence de taille. Nos présidents, à part Charles de Gaulle et Jacques Chirac, n'ont jamais été des géants, contrairement aux présidents américains. Tous les deux regardent les plages du débarquement, 70 ans après. Ça a été un événement majeur, le 6 juin 2014. La planète entière, à peu près, a été invitée, y compris d'ailleurs, sous mon impulsion, c'est le président Hollande qui a pris la décision, y compris d'ailleurs les partisans slovènes qui ont été invités pour la première fois. Donc, littéralement, la planète entière s'est retrouvée sur les plages de débarquement. Et on a cette photo fort belle de nos deux présidents regardant l'horizon, en fait regardant l'Angleterre, mais surtout l'horizon, ensemble, pour témoigner de cette alliance qui s'est, comme je l'ai dit, forgée au creux des batailles, au feu des batailles. Pour tout diplomate français, en poste aux États-Unis, comme ça a été mon cas à San Francisco, le moment le plus émouvant de notre métier est presque toujours les décorations de vétérans. Ça a l'air idiot comme ça, parce qu'il y a peu de pays qui font des décorations. La France a eu cette idée, enfin la France napoléonienne a eu cette idée d'inventer la Légion d'honneur, puis d'autres ordres nationaux sous le général de Gaulle. Et en fait, ces moments sont toujours des moments d'une grande émotion. Enfin, pas toujours, parce que parfois on décore des gens qu'on n'a pas envie de décorer. Mais aux États-Unis, quand on donne la Légion d'honneur, c'est presque toujours pour décorer des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et croyez-moi, on le fait de plus en plus vite. On fait avancer les dossiers extrêmement rapidement, parce que ces gens maintenant sont très vieux. C'est ce que vous avez appelé vous-même la plus grande génération qui est en train de s'éteindre, et donc il faut décorer le plus possible. Et je voudrais revenir sur une décoration qui m'a particulièrement touché, la décoration de Joseph Medicine Crowe.
Bon, alors, j'aime beaucoup ces deux photos. Évidemment, le problème, c'est qu'elles tendent à prouver que le régime américain à la longue n'est pas très très bon pour moi. Mais c'est comme ça. C'était en juin 2008. Joseph Medicine Crow, comme son nom l'indique, était et toujours, Dieu soit loué, un Indien d'Amérique, enfin un Native American de la tribu Crow. Il a une histoire tout à fait extraordinaire. D'abord, son arrière-arrière-grand-père était français. Trappeur, français passé par le Canada et ensuite ayant traversé l'Amérique jusqu'au Montana. Donc il y avait déjà ce lien un peu historique, généalogique entre nous. Et puis Joseph Medicine Crow s'est comporté en héros dans une guerre qui n'était pas vraiment la sienne, à vrai dire. Qu'est-ce qu'allait faire un Indien Crow en France en octobre 1944? Ça a un côté un peu fou, si vous voulez. Ce d'autant que cet Indien Crow a en quelque sorte fait sa guerre, pas fait la guerre de l'Amérique, il a fait sa guerre quand il est allé en France. Il m'a raconté, je l'ai dit dans mon discours d'ailleurs, on s'était parlé avant, il m'a raconté sa guerre. Pendant cette guerre, il a, d'une certaine façon, il s'est inscrit dans l'histoire de sa lignée, de ses ancêtres. Il a accompli tout ce qui, dans la tradition Crow, fait un chef de guerre. Il a, premièrement, combattu à main nue un adversaire et lui a arraché son arme. Ça fait partie du rite d'initiation, si vous voulez, des Indiens Crow. Il a, deuxièmement, mené alors il appelait ça une war party, je ne sais pas comment le traduire en français, une expédition militaire, mais ça ne rend pas vraiment l'anglais, comme si souvent quand on essaie de traduire nos langues. Il a donc mené cette war party de nuit, en menant sa troupe, et il a, dans cette war party, volé des chevaux, figurez-vous. C'est extraordinaire quand on y pense en 1944. Il a volé des chevaux, il est parti sur un cheval non scellé, comme dans la tradition indienne, évidemment, à cru, comme on dit en français, emmenant tous les autres chevaux avec lui, et il se trouve que ces chevaux, c'était les chevaux des officiers SS qui étaient en train d'essayer de fuir vers l'Allemagne, etc., etc. Un homme tout à fait extraordinaire. Et ce qu'il est encore plus, c'est que cette décoration, à sa demande expresse, elle a eu lieu dans un village quasiment, que vous connaissez peut-être pour ceux d'entre vous qui connaissent l'ouest des États-Unis, qui s'appelle Gary Owen. Je ne sais pas si ça rings a bell ou pas, mais Gary Owen, c'est le nom américain donné, et là je pense que ça va sonner une cloche, donné à Little Big Horn. Il a donc 70 ans après la bataille de Little Big Horn, où le général Custer, qui était quand même un homme assez, disons, particulier, a été battu à plate couture par les Indiens, mené par Cheval Fou, Crazy Horse. 70 ans après, il débarquait en France. Et moi-même, 70 ans après, je venais le décorer à Gary Owen, lieu de la bataille du général Custer. C'est ça, les relations franco-américaines aussi. C'est cette espèce de complexité historique qui fait qu'on est toujours, même sans se parler, même sans échanger des idées, on est toujours quand même sur un terrain commun, qui est le terrain des valeurs, qui est le terrain d'une bataille pour la liberté, qui est aussi un terrain historiquement très complexe avec cet Indien qui s'était battu dans une guerre qui n'était pas la sienne et qui l'a faite sienne en quelque sorte en la mettant à sa cuisine indienne d'Amérique. Bon, alors ça c'est la vision idéale et émouvante de nos relations. Il y a aussi, il faut le dire, une histoire qui est faite de malentendus. On passe à l'amour vache dont parlait Philippe France tout à l'heure. Cette histoire faite de malentendus, elle est extraordinairement complexe. Je ne vais prendre que deux exemples et demi, disons. Le premier exemple de ces malentendus, c'est celui-ci. 1966. L'année de ma naissance, mais surtout l'année où la France a quitté le commandement militaire intégré de l'OTAN. J'ai choisi cette caricature parce qu'elle représente bien la façon dont la France est vue souvent par les autres pays, pas seulement par les États-Unis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder dans l'autre direction.
On ne peut pas s'empêcher, quand tout le monde est plutôt les Britanniques, les Canadiens, les Italiens, les Américains, les Allemands, les Grecs, les Belges, les Néerlandais, les Luxembourgeois, les Norvégiens, les Danois, etc. Quand tout le monde regarde dans une direction, on a une tendance à regarder dans l'autre direction. Et ça, évidemment, comme vous l'avez reconnu, c'est le général de Gaulle. On le reconnaît toujours à son nez. Et puis, incidemment, à la croix de Lorraine qui est sur le chapeau, en habit quasi napoléonien et qui regarde dans l'autre direction. En 1966, donc, le général de Gaulle, qui vient d'être élu au suffrage universel pour la première fois dans l'histoire des présidents français, en battant d'ailleurs à l'époque déjà François Mitterrand, à 45-55, si mes souvenirs sont bons, mais ça je ferai confiance à Pascal Perrineau, eh bien, le président de Gaulle décide de quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN, et il peut le faire parce qu'il a une légitimité issue du suffrage universel qui est extraordinairement forte. Alors pourquoi je cite cet épisode? D'abord parce qu'il est, fondateur de notre diplomatie, en réalité. De Gaulle est parti du constat que le monde était en train de changer. La France avait recouvré sa souveraineté. Nous avions la bombe nucléaire depuis 1960. On ne pouvait pas continuer à avoir des troupes étrangères sur notre terre. C'était pas possible. C'était une question de souveraineté d'abord. Deuxièmement, autour de nous, les choses se complexifiaient extraordinairement. L'URSS, l'Union soviétique, était en train de devenir le deuxième grand. Elle aussi avait la bombe nucléaire, la bombe A et la bombe H. Et elle avait démontré, quelques années avant, en 1957, avec le lancement de Sputnik, elle avait démontré, le satellite géostationnaire, le premier, elle avait démontré que sa maîtrise technologique était considérable. Ce qui avait donné lieu à une inflexion, vous le savez très bien, on l'a tous étudié dans nos cours d'histoire, de la politique américaine. On était passé de l'idée de représailles massive retaliation, à l'idée de riposte graduée. Qu'est-ce que ça veut dire la flexible response? Qu'est-ce que ça veut dire la riposte graduée? Ça veut dire qu'on peut utiliser l'arme nucléaire sur le champ de bataille, non pas contre les populations civiles, mais sur le champ de bataille, pour protéger ses troupes. Or, le champ de bataille des Américains contre les Russes, c'est quoi? C'est nous. C'était l'Europe. C'était la Pologne, c'était l'Allemagne, c'était peut-être la France, l'Italie, etc. Et donc se posait la question, surtout à gauche et au centre et chez les gaullistes, pas dans la droite non gaulliste, la droite, pour faire vite, post-vichiste, mais se fondait une doctrine qui était, est-ce que vraiment c'est raisonnable de se dire que les Américains vont faire la guerre contre les Russes jusqu'au dernier Européen? C'était bien ça qui était en jeu. Et donc, De Gaulle décide de sortir de l'OTAN et prend toute une série d'autres décisions. On a été, par exemple, les premiers à reconnaître la Chine populaire. De Gaulle est allé à Moscou, a prononcé un discours célèbre dans lequel il a appelé les peuples russes et français à se donner la main. Vous imaginez la réaction à Washington, y compris d'ailleurs pour la Chine populaire. Il est allé à Québec dans l'arrière-cour des Anglos, comme disent nos amis québécois, dans un discours totalement improvisé, ce qui était rarement le cas de Gaulle. Et il a quand même dit « Vive le Québec libre », ce qui là aussi a fait une espèce de pandémonium, etc., etc. Tout ça, c'était pour réaffirmer la souveraineté de la France, réaffirmer, oui, nous sommes alliés, mais jusqu'à un certain point. Et le fait que nous sommes alliés ne nous empêche pas parfois d'avoir une opinion différente, notamment sur la guerre du Vietnam, qui commençait à monter en puissance, et à propos de laquelle, dès 66 ou 67, je crois, le général de Gaulle avait dit qu'elle n'aurait aucune solution militaire. Il avait évidemment raison. Et d'ailleurs, ça, c'est un peu un système fondateur, cette réaction sur la guerre de Vietnam, sur beaucoup d'autres événements qui auront lieu après et dont je vais vous parler dans quelques instants. Voilà donc pour la France qui quitte l'OTAN. Il y a une chose quand même qu'on remarque assez peu, parce qu'elle est évidente. Mais qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé si un pays du bloc socialiste avait quitté le bloc socialiste, ou le commandement armé du bloc socialiste? On n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour le savoir, puisque ça s'est passé. En 56, Budapest, et en 68, à Prague. Et la Hongrie et la Tchécoslovaquie n'ont pas été traités comme la France par l'Union soviétique, mais ont été tout simplement envahis militairement.
Rien de tel dans la relation franco-américaine. Sagement, les Américains ont fait partir 30 000 hommes, fermé 30 bases militaires, et tout rapatrié à Mons, en Belgique, où il y avait le nouveau commandement militaire de l'OTAN, sans drame. Évidemment, le président américain n'était pas ravi, mais voilà, c'était terminé. Nos alliés ne voulaient plus, point de vue américain, nos alliés ne voulaient plus de nous sur leur territoire, on part, et puis c'est tout. Deuxième moment extrêmement tendu de notre relation, et là je peux en parler mieux parce que en 66 j'étais pas né, mais en 2003 j'y étais en quelque sorte puisque j'étais au cabinet du président français. 2003 c'est la guerre en Irak, comme vous le savez, et le moment de plus grande tension entre la France et les États-Unis depuis le départ de la France du commandement intégré de l'OTAN. Tout ça a commencé par une conversation absolument glaciale entre George Bush et Jacques Chirac. Et alors, extraordinairement glacial, vous pouvez même pas imaginer. Alors je n'y étais pas parce que le président était seul dans son bureau avec son traducteur, et j'imagine de l'autre côté à Washington ça devait être la même chose, mais il nous a raconté ensuite la façon dont ça s'était passé, et ça s'est très mal passé, très très mal passé, de façon même rare entre alliés. Ils en sont venus à se dire des choses véritablement désagréables. Quelle était la position de Jacques Chirac? La position de Jacques Chirac était assez simple. Premièrement, je ne crois pas qu'il y ait des armes de destruction massive en Irak. Je ne crois pas aux preuves qui ont été montrées. En plus, sauf qu'il connaissait bien Saddam Hussein, donc il avait peut-être des canaux que les autres n'avaient pas. Je ne crois pas non plus, en tout état de cause, que faire tomber une dictature amène instantanément à construire une démocratie. En gros, je ne crois pas au nation building. Je crois en revanche que tout pays musulman, lorsqu'un autre pays musulman est attaqué, se sent solidaire, même si il entretient des relations froides avec lui. Et je crois enfin que déstabiliser un pays, même si c'est hélas une dictature, ne peut amener que des déconvenues et nourrir le terrorisme. Tout ça, je vous le raconte, c'est vraiment ce que pensait Chirac à l'époque, ce qu'il disait à l'époque pour justifier sa décision, et il était obligé de la justifier, même en France. La plupart de nos élites françaises, même au sein de son cabinet, surtout chez les diplomates, à vrai dire, étaient très gênés par cette décision. Ils disaient comment nous sommes la France, c'est les États-Unis, on ne peut pas se désolidariser des États-Unis. L'organisation patronale française, le MEDEF, qui était dirigée à l'époque par le baron Seyer, a fait des pieds et des mains, des campagnes de presse même, pour dire cette décision n'est pas raisonnable, on va perdre des contrats, il faut y aller, il faut se montrer solidaire, etc., etc. Et encore une fois, les diplomates, qui ne sont pas toujours les gens les plus courageux, considéraient que c'était une sottise. Et finalement, j'étais déjà à l'époque intimement persuadé que ça n'était pas une sottise, et que c'était même la seule position raisonnable à tenir. Alors pourquoi j'ai choisi cette image ? D'abord parce que Top Gun est un film culte, comme Le jour d'après dont j'ai parlé il y a 2 jours, et enfin, malgré tout, même si c'est un navet ou une série Z, c'est un film qui a marqué son temps. Et puis ensuite parce que cette image détournée, elle est évidemment policière. Vous avez remarqué que Tom Maverick, le personnage de Top Gun, baigne dans une espèce de mare de frites. Pourquoi les frites? Parce que cet épisode de 2003 a quand même été extraordinairement désagréable, notamment pour la diplomatie française. C'est l'époque de ce qu'on a appelé, et c'est devenu maintenant un mot commun du vocabulaire en France, le French bashing. C'est l'époque aussi où les Simpsons disaient que les Français étaient des cheese-eating surrender monkeys. Ce qui est une belle expression, cela dit. C'est l'époque où, quand vous étiez diplomate aux États-Unis, vous deviez ramer véritablement pour réussir à faire entendre votre point de vue, et vous étiez en but à l'hostilité d'une bonne partie de l'establishment américain. Alors moi, je suis arrivé en 2007, un peu à la fin de cet épisode, mais quand même, et je suis arrivé en Californie, où c'était compliqué de trouver un républicain, mais tout de même, j'avais des amis républicains qui étaient évidemment encore un petit peu... comment dirais-je,
plus que vexé de la position française. Pas d'ailleurs le gouverneur de l'époque de Californie, Schwarzenegger, qui a toujours été, avec moi, plus que correct, cordial, mais enfin c'est un républicain assez particulier, si je puis dire. Je ne suis pas sûr que ce soit un vrai républicain. Voilà, donc en tout cas, on a comme ça périodiquement des explosions d'incompréhension des deux côtés de l'Atlantique, parce que la réaction en France contre la guerre en Irak était aussi assez violente. Je pense par exemple que le discours de Dominique de Villepin à l'ONU, même si c'était un très beau discours, qui nous a tous, je crois, rendus fiers d'être français sur le moment, parce qu'il le disait bien, c'était un peu trop. On aurait pu se passer d'attaquer les États-Unis aussi violemment, verbalement, que l'a fait le ministre des Affaires étrangères français à l'époque. Donc des deux côtés, il y avait des incompréhensions. Et ces incompréhensions, très souvent, elles sont fondées, en vérité, sur l'inculture crasse des deux côtés de l'Atlantique, sur la réalité des deux pays. Ça, c'est la France vue des États-Unis. Alors, là, c'est la vraie carte. Je n'ai pas réussi à retrouver une carte exactement à l'échelle, enfin, c'est quand même assez frappant. Alors, cette carte admirable date de 2005. Elle a été produite par CNN, c'est pas Fox, hein, CNN. Elle a été produite par CNN au moment des émeutes en banlieue française. À l'époque, j'étais à l'Élysée. J'étais vraiment tout près, enfin à l'Élysée, on était tout près d'endroits de certaines émeutes, puisque les émeutes ont été jusqu'aux Invalides, au boulevard des Invalides, qui est juste de l'autre côté de la Seine. Et la vision qu'on avait sur CNN de notre pays était hallucinante. On avait l'impression que la France était en feu, qu'il y avait de la guerre partout, qu'on ne pouvait plus sortir dans la rue sans se faire agresser par une bande d'excités. Alors, les émeutes ont été graves, on a d'ailleurs beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'elles s'arrêtent, mais pas non plus une situation de guerre. Et les spécialistes de CNN, puisque vous savez bien que maintenant les chaînes d'information continue ont leurs spécialistes attitrés, les spécialistes de CNN se déchaînaient à l'époque sur la France. Toujours est-il que cette carte est insensée, parce que, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Paris est à la bonne place. Le graphiste, il a dû taper sur Google Earth, tout simplement. Paris-France. Paris, ça va. Strasbourg-France, je pense que ça allait aussi, mais ça le gênait beaucoup parce qu'il ne pouvait pas faire se recouvrir les deux infographies. Donc il a décalé un peu. Ce qui fait que Strasbourg est en Suisse. Strasbourg a été allemande, mais jamais suisse. Et puis Toulouse, il a tapé Toulouse-France, mais pas le bon Toulouse. C'est pas le bon Toulouse qui est sorti sur Google Earth. Lyon est à la bonne place, mais Cannes, non. Cannes se retrouve dans le Languedoc. Bref, ça ne va pas du tout. Ça ne fonctionne pas et c'est une carte complètement insensée. Il n'empêche qu'elle dit quelque chose, cette carte. Elle dit d'abord qu'on ne connaît pas le pays de l'autre, et puis vous avez vu les petites flammes artistiques, là, hein, ça c'est les flammes. Tous les villes en flammes. Paris en flammes, Strasbourg en flammes, Rennes en flammes. Alors Rennes est parfois en flammes quand les agriculteurs s'énervent, mais en l'occurrence, il y avait quelques émeutes, mais pas grand-chose. Plus récemment, au moment des attentats de Charlie Hebdo, en janvier de cette année, Fox News, là pour le coup, s'est déchaîné avec un pseudo-expert, un certain Nolan Peterson, je ne sais pas qui est cet homme, mais qui se présente comme vétéran, spécialiste des guerres du terrorisme, etc., et qui a fait un reportage totalement hallucinant, mais totalement hallucinant, disant en gros, n'allez pas à Paris, à 10 minutes de la Tour Eiffel, il y a la charia qui est appliquée partout. Les femmes ne peuvent pas se promener librement. Les jeunes gens portent des t-shirts « J'aime Ben Laden » partout dans la rue. Bon. Pour toute personne qui est parisienne, qui a vécu à Paris ou qui même s'est baladée à Paris, évidemment, ça n'a aucun sens. Résultat, la maire de Paris a porté plainte contre Fox News. C'est en cours, mais je pense que Fox News va effectivement perdre. Et quand le maire de New York, de Biasio, est venu à Paris, elle lui a fait visiter les quartiers dont parlait cet expert autoproclamé de Fox News, et le maire de New York, qui était, comme vous le savez, un démocrate, évidemment, a pris plus que ses distances avec Fox News. Il n'empêche que ce type
d'information, avec beaucoup de guillemets, est évidemment extrêmement dommageable. Ne serait-ce que pour les touristes américains qui regardent Fox News et qui se disent « Mon Dieu, j'avais prévu des vacances à Paris, je vais plutôt aller en Tunisie ». Ce qui n'est pas forcément un bon calcul. Mais évidemment, il faut être honnête dans une conférence comme celle-ci. Ça, c'est la vision des États-Unis par beaucoup de Français, à vrai dire. Et pas seulement les gens qui ne connaissent pas les États-Unis. Hein. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bref, nos chers compatriotes, quand ils vont aux États-Unis, vont assez rarement au milieu. Ils vont plutôt effectivement dans les deux bananes, en quelque sorte, à l'est et dans le Grand Ouest, dont ils considèrent qu'ils sont à peu près les seules parties civilisées des États-Unis, les parties où il n'y a pas de gens avec des fusils chargés jusqu'à la gueule de chevrotines, et où on peut se promener sans être agressé dans la rue. Beaucoup de gens pensent vraiment ça de votre pays, hein, il faut le savoir et le comprendre. Et évidemment, comme la carte précédente, celle-ci est au moins aussi fausse, mais tout aussi symptomatique de la façon dont on ne se comprend pas véritablement. Alors cela dit, moi ma conviction personnelle, hein, de toute façon dans cette conférence j'ai un point de vue seulement personnel et pas institutionnel, ma conviction c'est que ce qui nous unit est nettement plus fort que ce qui nous sépare. Comme souvent, il faut revenir au texte fondateur pour s'en apercevoir. Et nos deux textes fondateurs, c'est votre déclaration d'indépendance de 1776 et notre déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Ces deux textes sont en miroir, en vérité, constamment. On va le voir dans une diapositive un peu plus tard. Ces deux textes sont, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité occidentale, du moins, l'affirmation pleine et entière des droits de l'homme. Parce que le Bill of Rights anglais est lui aussi est antérieur, hein, comme vous le savez, et lui aussi un texte fondateur, mais il place les droits de l'homme dans le contexte d'une monarchie constitutionnelle. Alors que nous, Français et Américains, nous plaçons les droits de l'homme dans le contexte d'une république, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas d'ailleurs de système meilleur que l'autre. La plupart des pays européens sont des monarchies. Mais nos deux systèmes sont des systèmes républicains. Et ce qui est au centre de nos deux systèmes, évidemment, c'est le droit de l'homme. Entre parenthèses, regardez, ici on dit souvent en France que les États-Unis sont un pays ultra-religieux, et je précise d'ailleurs que dans cette conférence, j'ai choisi de me concentrer sur les aspects diplomatiques, pas sur les aspects sociétaux, disons, pas sur la religion, la peine capitale, les armes, toutes choses qui séparent très souvent nos pays, mais en parler ne fait guère avancer les choses, d'une part, et d'autre part, je suis absolument persuadé que dans les questions, j'aurai des questions là-dessus, donc on pourra s'y concentrer plus tard. J'ai vraiment choisi de me concentrer sur un terrain à la fois plus diplomatique et plus, disons, politique, en quelque sorte. Donc, vous remarquez que les lois de la nature et du Dieu de la nature, ce n'est pas les lois de Dieu, c'est les lois du Dieu de la nature. Ce Dieu de la nature, c'est ce que les révolutionnaires français appelleront 15 ans plus tard l'être suprême. C'est-à-dire qu'en fait, nos deux systèmes ne sont pas si différents, ce sont deux systèmes profondément laïques. Il y a effectivement un Dieu, mais il n'est pas assigné à une religion particulière. Et c'est plutôt un Dieu franc-maçon, en réalité, qu'un Dieu tel que les télévangélistes peuvent le concevoir. Alors ces deux textes fondateurs se font écho, je vous le disais. J'ai mis les mots équivalents dans des couleurs équivalentes. Tous les hommes sont créés égaux, à tous les hommes sont créés égaux, répond, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, 89, c'est 13 ans après 76, donc on a un peu raffiné. Il faut
évidemment, se rappeler que la Déclaration des droits de l'homme ne dit pas que les hommes naissent et demeurent libres et égaux, mais qu'ils naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il y a évidemment des différences naturelles entre les hommes. Mais ces différences naturelles peuvent être comblées, en particulier par le système social, par le système d'éducation, etc., etc. Nous avons l'être suprême en 1789 qui répond au créateur de 1776. Les droits inaliénables, évidemment, leur répondent les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est exactement la même chose. La liberté se retrouve dans les deux textes. On dit souvent, on pourra en discuter après d'ailleurs, que la France est plus du côté de l'égalité et l'Amérique plus, enfin c'est Tocqueville, plus du côté de la liberté. Il n'empêche que la liberté est extrêmement présente dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De même que le bonheur, the pursuit of happiness, dans votre déclaration, répond le bonheur de tous dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'ai mis en bleu le mot sûreté, qu'on dirait aujourd'hui sécurité, qui n'apparaît pas dans la Déclaration d'indépendance de 1776, parce que la Déclaration d'indépendance de 1776 se faisait dans un contexte de guerre contre la monarchie anglaise. Évidemment, il y a la vie, mais pas la sécurité, parce que le principe même de sécurité n'était guère atteignable en 1776 pour des raisons bien évidentes. Au fond, 1789 répond à 1776 dans un contexte différent et universalise encore un peu plus la déclaration d'indépendance de 1776. La déclaration d'indépendance de 1776 est dans un contexte historique très particulier, qui est un contexte où un peuple ou des États veulent se libérer de ce qui est considéré comme l'oppression d'un autre peuple. D'où la présence du roi d'Angleterre. C'est beaucoup plus personnalisé en quelque sorte. Vous voyez que nous, en 1789, on généralise plus. Par exemple, l'action du roi d'Angleterre a privé les citoyens d'Amérique du droit à une justice égale pour tous. Dans l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on universalise cette remarque en disant « Nul homme ne peut être accusé et arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi ». Mais en fait, c'est la même chose dans des contextes sensiblement différents. Alors il y a évidemment une question qu'on ne peut pas ne pas se poser quand on parle des États-Unis et de la France. Et la question est la suivante. Les États-Unis sont des États-Unis. La France, c'est une nation, la nation française. Même si le mot nation française est aujourd'hui presque inutilisable pour des raisons historiques, la France est bien une nation, c'est pas un État fédéré, contrairement à d'autres pays européens. D'où une question qu'on ne peut pas ne pas se poser, est-ce que les États-Unis sont une nation? C'est une vraie question. Ne prenez pas mal d'une certaine manière, mais quand on a un État fédéré, enfin un État fédéral, est-ce qu'on constitue véritablement une nation? Regardez dans les deux déclarations les différences qui sont évidentes. On a des États libres et indépendants d'un côté, la nation, pas une nation, la nation de l'autre, États libres et indépendants, États libres et indépendants, États indépendants, la nation. 3 fois de suite en quelques paragraphes dans la déclaration de 1776 et une seule fois la nation dans celle de 1789. Alors les États-Unis sont-ils une nation? Qu'est-ce qu'une nation? J'en ai beaucoup discuté avec mon épouse puisqu'elle a travaillé sur le sujet cette année avec ses étudiants évidemment. Qu'est-ce qu'une nation? Vous connaissez tous le texte de référence qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» un texte d'Ernest Renan que je vais vous montrer, dont je vais vous montrer une partie ici. C'est difficile de choisir dans ce texte qui est assez court, mais dont chaque paragraphe, chaque phrase peut-être est assez fondatrice en réalité. Renan a écrit cette conférence, qui est devenue ensuite un livre, en 1882. D'abord, c'est dans un contexte historique très particulier, celui de l'après-guerre de 1870. Guerre de 1870 qui avait vu la défaite de la France contre la Prusse, comme vous le savez. Et c'était au fond une réponse, à peu près 75 ans après, à un texte très célèbre de Fichte,
qui définissait ce que c'était que que pouvait être l'Allemagne, qui à l'époque n'existait pas en tant que pays souverain, mais en tant que conglomérat d'États, en quelque sorte. Donc il faut le restituer dans ce contexte, mais c'est tout de même un texte qui a, même si Renan a écrit d'autres textes qui sont, notamment ceux qu'il a écrits sur le colonialisme, qui sont tout à fait critiquables, c'est un texte qui est absolument fondateur. Enfin, je pense que les politologues distingués qui sont ici ne me contrediront pas sur ce point, fondateur de la réflexion politique en France. Alors, dans la nation de Renan, qui est un principe spirituel, il n'y a aucune référence au sang, au droit du sang. Contrairement à l'Allemagne. Encore une fois, c'est un texte qui a été écrit en réponse à l'Allemagne. Aujourd'hui encore, même si l'Allemagne vient de se dégager un petit peu du droit du sang, aujourd'hui encore, vous êtes allemand parce que vous êtes de sang allemand, même si ça ne veut pas dire grand-chose, c'est bien ça qui est en question. Vous êtes français parce que vous rejoignez une nation en étant naturalisé, par exemple, si vous êtes étranger, ou simplement par la naissance, le droit du sol. C'est exactement la même chose, comme vous le savez, chez vous. La seule différence, c'est qu'en France, quelqu'un qui est naturalisé peut devenir président de la République, alors qu'ici, si vous n'êtes pas né sur le territoire américain, vous ne pouvez pas devenir président de la République. On se rappelle les attaques indignes, enfin, c'est mon point de vue, de certains contre le président Obama, doutant de son lieu de naissance. Enfin, c'était un petit peu insensé. Qu'est-ce qu'une nation donc? C'est un consentement, comme un consentement dans le mariage. Hein. C'est le même terme qui est utilisé, c'est évidemment pas un hasard. Un désir de vivre ensemble, une volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu individu. L'héritage qu'on a reçu, c'est toute notre histoire. Ça ne veut pas dire que si vous n'étiez pas français de souche, comme on dit, vous ne pouvez pas partager cette histoire. Vous ajoutez votre propre histoire à l'histoire de la nation française. C'est englobant, cet héritage. La nation suppose un passé. Elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. Encore une fois, c'est des termes qui sont très très proches de ceux utilisés dans le droit matrimonial, dans le droit du mariage. Tout ce paragraphe, à mon sens, s'applique absolument, peut-être même plus qu'à la France, aux États-Unis. Donc là, la question, les États-Unis sont-ils une nation? Je réponds de la façon la plus claire, oui, 3 fois oui. Vous êtes une nation, et une grande nation, dans la mesure où ce souhait de vivre ensemble constitue le creuset de l'Amérique, qui est un pays d'immigration, et donc, comme la France, hein, mais à une échelle plus grande, et donc un pays forcément de droit du sol, et qui correspond à la définition renanienne de la nation. Alors, j'ai presque fini, mais un tout petit éclairage qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui précède, mais qui me paraît intéressant quand même. Nos deux nations ont comme caractéristique commune d'être à peu près les seules à considérer qu'elles portent l'universel. Ça agace beaucoup, hein. Les Autrichiens, par exemple, nous appellent avec quelques condescendances la grande nation. La France, c'est la grande nation. En gros, on ennuie tout le monde avec nos histoires et on essaye toujours d'avoir raison contre les autres. Et les États-Unis ont exactement la même réputation dans le monde. Celle d'un pays qui considère que ses valeurs sont des valeurs universelles. Oui, nous considérons que nos valeurs sont des valeurs universelles. Ça ne veut pas dire qu'on veut les imposer à tous, mais on considère que les valeurs des droits de l'homme, du respect d'autrui, de la propriété, de la liberté, sont des valeurs universelles. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la mondialisation, ce que vous appelez en américain globalization? Je perçois une inquiétude. En France, il ne faut pas être grand clair pour l'apercevoir, c'est quand même le problème majeur français d'aujourd'hui, la crainte de la mondialisation et la perte des repères de la mondialisation. Mais paradoxalement, je l'aperçois aussi, cette crainte aux États-Unis, alors même que vous êtes un pays par essence mondial et mondialisé. Je vais prendre juste, si je retrouve mon pointeur, 2 exemples illustrant ceci. Ça s'illustre de façon différente dans les 2 pays. Je crois qu'il y a un peu une crise de modèle dans votre pays. Et évidemment une crise d'identité en France. 2 exemples. La crise d'identité française, elle est
c'est cette crise sur laquelle surfe en quelque sorte Marine Le Pen. On en parlait hier encore en voyant le film, le très beau film d'Anne Muxel sur les jeunes et Marine Le Pen. En France, 35% des jeunes sont prêts à voter pour Marine Le Pen, donc pour l'extrême droite. Et Marine Le Pen, très habilement, brouille tous les repères qui sont les repères classiques de l'extrême droite en France, de façon à faire croire qu'elle n'est pas l'extrême droite, alors qu'évidemment elle l'est. Cette affiche est d'ailleurs particulièrement frappante. Réaffirmation du principe d'immigration zéro. Non seulement c'est contraire à toute la tradition française, qui est encore une fois un pays d'immigration. On est le pays européen qui a reçu, avec peut-être la Grande-Bretagne, qui a reçu le plus d'immigrés au cours des 2 siècles qui viennent de s'écouler. Donc contraire au principe français, mais en plus absurde. Ça ne veut strictement rien dire, l'immigration zéro. C'est pas tenable. C'est évidemment pas souhaitable, mais c'est même pas tenable ni possible. Donc crise d'identité chez nous et crise de modèle chez vous. J'ai pris un exemple qui vous parlera, j'en suis sûr, qui est celui de la dette étudiante. À mon sens, c'est l'une des bombes potentielles aux États-Unis, le poids de la dette sur les étudiants. Je ne suis pas sûr qu'il soit soutenable très longtemps. L'éducation, évidemment, dans la mondialisation, est le moyen d'affronter le monde, le seul moyen d'affronter le monde. Mais quand elle devient inabordable et que la dette qu'elle procure est insoutenable, il y a un véritable problème de modèle qui se pose. Et quand on voit aussi que les grandes universités américaines, je ne parlerai évidemment pas de Middlebury, mais reposent sur une espèce de trésor de guerre absolument incroyable, alors que ce sont des organisations non-for-profit, comme vous dites, des associations, comme on dirait chez nous, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas tout à fait normal que Harvard ait 20 milliards de dollars en capital immobilisé. Pourquoi ? Et les responsables de ces universités eux-mêmes le savent très bien, d'où le fait qu'il y a de plus en plus de bourses, mais ces bourses ne sont pas suffisantes, etc. Enfin bon, c'est tout un débat, mais on voit bien qu'il y a un cercle vicieux qui risque d'enfermer beaucoup d'étudiants dans la pauvreté. Et en enfermant ces étudiants dans la pauvreté, on fait porter leur fardeau par leurs parents, de plus en plus souvent, et au bout du compte, on court le risque de freiner la croissance économique, tout simplement. Un petit quiz pour finir. Vraiment, c'est les 2 dernières diapositives. Parce qu'il faut toujours finir par des questions économiques, me semble-t-il. L'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. À votre avis, entre la France et les États-Unis, quelle est l'économie la plus mondialisée des deux ? La réponse a l'air assez évidente. Bon, je vous montre cette diapositive de mon ancienne circonscription, enfin une toute petite partie de mon ancienne circonscription qui était beaucoup plus grande que ça. Voilà, dans la Silicon Valley, la concentration d'entreprises mondiales que l'on connaît tous. Vous avez autour de Stanford et de Berkeley, Google, Apple, Intel, YouTube, Genentech dans la génétique, Facebook, etc., etc. Donc on a l'impression, en voyant cette diapositive, qu'on a une économie totalement mondialisée dans ce pays. Mais c'est pas si vrai que ça. Les apparences sont parfois trompeuses. En tout cas, si on suit Ernst & Young, regardez la position des 2 pays, de la France et des États-Unis, dans selon le critère d'ouverture de l'économie aux investissements internationaux et le critère aussi d'investissement international de nos 2 pays. La France est très nettement devant les États-Unis à 10 places. C'est pas si souvent qu'on est 10 places devant les États-Unis dans un ranking, je perds mes mots en français, les classements internationaux. Et là, c'est assez clair. Alors, dernière petite chose dans ce classement, il date de 2013, mais le nouveau va sortir incessamment, je crois, cette rentrée. Bon, évidemment, on voit que les 2 premiers pays sont des pays très singuliers, sont des cités-États. C'est Hong Kong et Singapour qui, par définition, sont des économies ouvertes et mondialisées. Mais quand vous regardez ensuite, du rang 3 au rang 14, je crois que 12 et 13, il doit y avoir l'Italie pas loin, ce sont tous des pays européens. Et c'est tout à fait frappant
Donc la vieille Europe, dont on dit souvent qu'elle est à la traîne de la mondialisation, est en fait beaucoup plus ouverte que les États-Unis, ou que le Japon, et évidemment que la Chine. Tout ça pour vous dire, mais ça serait le cas d'une troisième conférence, évidemment, qu'on fera peut-être un jour. Tout ça pour vous dire qu'en vérité, la vraie question qui se pose à nous, Français, mais aussi aux Allemands, aux Italiens, aux Hollandais, c'est est-ce qu'il n'est pas temps de construire enfin les États-Unis d'Europe? Évidemment, si vous regardez nos amis britanniques, ça va être compliqué. Vous savez qu'ils vont faire l'an prochain un référendum sur ce qu'on appelle maintenant le Brexit, c'est-à-dire la sortie ou non de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Donc ça risque d'être compliqué, mais je ne vois guère pour nos pays d'autres solutions que celle-ci. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et maintenant, place aux questions. Merci pour votre présentation. Comment est-ce que vous voyez que la relation franco-américaine se modifie à travers surtout de l'émergence des pays comme l'Inde? Est-ce que vous voyez... Oui. C'est la fin de mon propos, vous avez raison de le souligner. L'émergence, les grands émergents, les BRICS, et puis d'autres pays, les petits tigres asiatiques, rebattent complètement la donne, évidemment. Et il est clair que nous ne sommes, nous ne sommes plus seuls à porter la parole mondiale. Pendant très longtemps, l'Occident, en gros l'Europe et les États-Unis, avaient une espèce de monopole sur la doxa politique mondiale. C'est plus le cas, et ça sera de moins en moins le cas. Et on a des pays qui émergent, c'est pas le cas de l'Inde qui est une démocratie, mais on a des pays qui émergent, qui sont fondés sur un modèle totalement différent du nôtre, et qui posent une question véritablement sur l'universalité de nos propres valeurs. Les valeurs qu'un pays comme la Chine peut porter dans le monde sont très sensiblement différentes des valeurs occidentales. Et d'ailleurs, même entre la France et les États-Unis, il y a des valeurs très différentes. Vous le savez peut-être, l'un des prérequis pour faire partie de l'Union européenne, pour avoir le droit dans notre Union européenne, c'est l'abolition de la peine de mort. Donc aujourd'hui, évidemment vous ne le voudriez pas, mais les États-Unis ne pourraient pas tout simplement entrer dans l'Union européenne parce qu'ils ne répondent pas aux critères, tout simplement. L'Albanie le peut, et va le faire, la Serbie le peut, mais pas les États-Unis. Bon, là j'ai fait une petite digression, mais il est clair que sur la scène mondiale, la crise de 2003 est vraiment très 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 loin pour la France et les États-Unis. Depuis 2012, en gros, on est à peu près sur tous les champs de bataille les plus brûlants ensemble. Au Mali, on est à peu près seuls, nous Français, parce que c'est considéré comme chez nous, avec tous les guillemets qui s'imposent évidemment, et donc c'est sur nous que repose l'intervention. Mais pour ce qui est de la lutte contre ISIS ou Daesh, on est comme les deux doigts de la main. Et donc, c'est une période, pour un diplomate, très agréable des relations entre la France et les États-Unis. On est complètement sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde aussi, je le disais il y a 2 jours, pour ce qui est de la lutte contre le changement climatique. Là non plus, ça n'a pas du tout été le cas auparavant. Donc, c'est toujours fait de haut et de bas, les relations entre deux pays, surtout 2 pays aussi importants, qui comptent autant que la France et les États-Unis. Mais dans ce moment, on est plutôt dans la partie haute de la courbe de notre relation. Ça peut changer très vite, mais je n'en suis pas sûr, précisément à cause de la pression extraordinaire que font peser non seulement les États voyous, ou les organisations terroristes, mais aussi de la pression économique que font peser les très grands émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde, la Malaisie, enfin quelques autres plus petits, mais qui commencent à compter, comme l'Indonésie, la Malaisie, etc. Donc on va avoir dans les années qui viennent, me semble-t-il, un combat idéologique, d'une certaine manière, à mener pour les valeurs, d'une part, et puis pour la survie économique, d'autre part. Et mon intuition, c'est que ce combat va plutôt rapprocher les pays occidentaux que les séparer.
C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle le TTIP, qui est en train d'être négocié, qui est très compliqué à négocier, entre l'Europe, enfin, l'Union européenne et les États-Unis, et le Canada aussi d'ailleurs, et l'Union européenne. TTIP qui est un traité de libre-échange entre les deux continents. Si on arrive dans 2, 3, 4, peut-être plus que ça, 5 ou 10 ans, à signer ce traité de libre-échange, on aura évidemment des moyens beaucoup plus importants pour commercer ensemble, sans taxes, et pour résister à la pression des très grands émergents. Mais ça pose d'énormes problèmes parce que nos valeurs économiques ne sont pas exactement les mêmes, parce qu'il y a des choses qui, en Europe, sont tout simplement interdites, comme les organismes génétiquement modifiés, et qui, eux, on a, des deux côtés de l'Atlantique, des intérêts vitaux qu'on veut préserver. Par exemple, pour la France, la production intellectuelle, culturelle, audiovisuelle devrait être écartée de ce traité. Parce que sinon, on pense que la puissance de l'industrie de l'entertainment américaine va écraser toute la production audiovisuelle européenne, en fait française, parce que elle est surtout française, pour dire les choses clairement, en nombre de films, la deuxième industrie occidentale du film, c'est la France, juste après les États-Unis. Et en écartant évidemment l'Inde ou la Chine, qui produit énormément de films. Du côté américain, il est clair que la question des organismes génétiquement modifiés est un vrai désir de l'agro-business américain, et qui sera difficile de l'écarter du traité. Voilà, en gros, pour donner une réponse à la fois politique et économique à votre question. Oui. Je voulais revenir sur la dernière slide, diapositive, qui interpelle, parce qu'en fait, le reproche qui est récurrent et toujours fait à l'économie française, c'est justement de ne pas être assez globalisé, ou en tout cas de ne pas savoir s'ouvrir sur le monde. Et là, d'après ce que tu montres, quand même, on a l'impression que notre pays n'est pas très mal placé de ce point de vue-là. Donc je voudrais comprendre le décalage qu'il y a entre ce discours politique omniprésent, qui est que tous les problèmes de la France viennent de son inadaptation à la globalisation et finalement du classement que tu nous montres, où finalement on n'a quand même pas une place tout assez acceptable, qui montre bien qu'on est déjà une économie très globalisée et très ouverte. Donc je voudrais comprendre, parce que de façon récurrente on nous dit que rien ne va en France à cause de ça. En fait c'est vrai. Parce qu'on n'est pas assez adapté et pas assez ouvert. Là c'est faux. Là, c'est faux. Beaucoup de nos problèmes viennent précisément du fait qu'on ait une économie très mondialisée. Parce que si on est si bien placé, c'est parce que, par exemple, on a plus de sociétés du Fortune 500, Fortune 500, que la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Il y a 41 sociétés françaises, je crois, qui font partie du Fortune 500 contre 39 allemandes. Ça, c'est pas intuitif, hein. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est un fait. On a, en gros, en France, une partie de l'économie totalement globalisée et mondialisée, et une partie des travailleurs, comme on disait dans les années 70, qui sont totalement mondialisés et globalisés, ceux qui travaillent dans les très grandes compagnies, les ingénieurs, les commerciaux, le marketing, nous aussi, qui sommes des travailleurs intellectuels d'une certaine manière, chacun dans notre domaine, et puis toute une autre partie de la France qui est totalement exclue de cette mondialisation. Donc on peut avoir une économie extraordinairement ouverte grâce à ces très grandes entreprises qu'on connaît tous, qui sont parmi les plus grandes mondiales, comme Total, Veolia, EDF, beaucoup d'autres, ou Louis Vuitton, enfin LVMH, et en même temps avoir toute une frange de la population, celle que tu montres dans ton film, qui est entièrement exclue de cette mondialisation. Donc d'une certaine manière, paradoxalement, c'est le fait même qu'on ait fait le choix d'une économie mondialisée, on l'a fait de façon très très décidée. Hein. À l'époque, jusque dans les années 80, comme vous le savez, la dette française était en bons du Trésor, elle était possédée par les Français, en gros, comme aujourd'hui la dette japonaise, qui est beaucoup plus importante que la dette française. Et puis, à la Direction Générale du Trésor, vers 84-85, si je me souviens bien,
des jeunes gens, des jeunes hauts fonctionnaires se sont dit c'est absurde, c'est pas moderne, on va externaliser tout ça, on va mettre notre dette sur le marché international. Et maintenant on a une des dettes la plus internationalisée du monde. 80% de notre dette est dans les mains d'étrangers. Pour la petite histoire, l'un de ces brillants ressortissants de la Direction générale du Trésor, c'est Michel Sapin, qui à l'époque était à la manœuvre pour internationaliser notre dette. Et ils avaient évidemment raison, il fallait internationaliser notre dette. Mais maintenant, elle est quand même plus fragile que celle de beaucoup d'autres pays qui l'ont gardée à la mode de grand-papa, en bon du Trésor, qu'on met sous le matelas, comme les Italiens, qui ont une dette beaucoup plus élevée que la nôtre, ou les Japonais. Les Japonais ont 220% de dette, et personne ne se pose la question de la pérennité de la dette japonaise, parce qu'elle est possédée par des Japonais. Donc d'une certaine façon, cette question de la globalisation, elle est très complexe, parce que contrairement à ce qu'on pense très souvent, c'est précisément le fait qu'on soit une économie très mondialisée qui fait, d'une part, que les gens qui sont exclus de cette mondialisation le ressentent d'autant plus durement, et qui, par ailleurs, nous rend plus susceptibles d'être brutalisés par les chocs de la mondialisation elle-même. Voilà, en tout cas, c'est mon sentiment. Il ne faut pas donner raison à Marine Le Pen, quand même. Ah ben non, ça un retour stigmatise la mondialisation. Mais ça n'a pas de sens. Encore une fois, mais quoi, si, il y a quelque chose, on en parlait encore il y a, peut-être chez Mr. Raps, je ne me rappelle plus, il y a une chose qui est frappante en France, c'est l'absence de ce qu'on appelle en Allemagne le Mittelstand, qui ne veut pas dire du tout le milieu. Hein. Le Mittelstand, c'est des grosses entreprises. En réalité, ce n'est pas des PME, c'est des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. C'est entre 500 et 5000 employés, en gros. Et c'est ça qui nous manque, parce que c'est ces entreprises-là qui créent des emplois. Les grandes entreprises ne créent pas d'emplois. Elles restent, c'est des bureaucraties, elles restent à peu près au même étiage d'emploi depuis, ou même ont tendance à diminuer depuis 30 ans. Les seules entreprises qui créent des emplois, c'est les entreprises de taille moyenne privées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont familiales, donc elles peuvent investir sur le long terme, d'une part, et aussi développer une relation assez particulière avec les employés, qu'on peut qualifier de paternaliste, certes, mais qui est une relation fondée sur une confiance mutuelle, qui explique pour beaucoup le succès de l'Allemagne ou de la Suisse, avec des relations sociales apaisées dans les entreprises. Et enfin, qui sont des entreprises innovantes, parce que la chaîne de décision est très simple. Pour faire accepter un projet à EDF, c'est un cauchemar, il faut passer par 250 personnes. Moi je l'ai vu, vraiment de mes yeux vus, avec Lactalis, qui est une énorme entreprise, c'est le premier producteur mondial de lait en France, mais bizarrement c'est une entreprise familiale en fait. M. Beignet, qui a créé lui-même cette entreprise et qui la gère aujourd'hui, quand M. Beignet décide d'investir, comme il l'a fait en Slovénie il y a 1 an, il le fait du jour au lendemain, littéralement. Il n'a rien à demander à personne, surtout pas à ses actionnaires, parce qu'il n'a pas d'actionnaire. C'est lui qui prend la décision. Et il investit, il met le ticket sur la table, et puis voilà. Et c'est ça qui nous manque, je crois, dans notre pays. On a peut-être une force qui se développe, qui est potentiellement pourvoyeuse d'emploi, ce sont les jeunes pousses, les startups. On a vu au dernier salon de Las Vegas que les Français étaient en verve. Je crois qu'on a fait sur les 8 ou 10 meilleurs produits, il y en avait 5 ou 6 Français. On est très bien représentés. Et je pense que le gouvernement fait quelque chose, c'est d'accélérer ce processus. Tu as absolument raison. C'est le French Tech, comme on dit, est extraordinairement réputé. Alors, dans des domaines très différents, le domaine de l'Internet pur, le domaine des objets connectés, comme ma montre, dont je vous conseille l'achat, c'est une startup française. Il ne faut jamais oublier de faire la pub des produits français. Mais plus sérieusement, aussi dans le domaine de la production, de la création. L'école des Gobelins, par exemple, à Paris, qui est une école où on apprend l'animation, est l'une des meilleures écoles du monde. Et quand j'étais à San Francisco, chez Pixar, on parlait français absolument partout. Despicable Me, enfin Moi moche et méchant, c'est français. Et ça a été produit par MacGuff en France. Donc on est extrêmement fort là-dedans. Et tu as raison de le souligner, le gouvernement, je dirais enfin, parce que ça fait tellement d'années que les gens comme nous disent il faut investir lourdement, il faut... Bon, le gouvernement l'a compris, à tel point que mon successeur à San Francisco, le consul général qui maintenant a été remplacé,
en sortant de son poste, est devenu directeur de BPI France et États-Unis. On a créé, donc la BPI France, c'est la banque publique d'investissement française, qui, avec la Caisse des dépôts et consignations notamment, gère tout ce qui est investissement d'innovation en France. C'est une structure tout à fait remarquable, je crois, qui commence à donner des résultats et qu'il faut suivre de très près. Et bien, BPI France a créé une succursale à San Francisco, enfin Palo Alto exactement, pour précisément investir dans les startups. Il y a encore 5 ans, quand j'étais consul général, le pouvoir politique d'alors me disait « Ah non, non, il ne faut pas favoriser des startups en Californie, ça va faire partir les emplois. » Et j'essayais de leur dire « Écoutez, des emplois français, évidemment, ils seront en partie délocalisés, mais il se trouve que les Français ont tendance à travailler avec des Français et que très souvent, ces startups ont aussi une base arrière qui, elle, reste en France. On peut envoyer le directeur général, le directeur marketing à la limite et quelques ingénieurs dans la Silicon Valley, et puis les autres continuent à travailler à Auxerre ou à, je sais pas, dans le Morbihan. Bon. Et ce discours, qui a 5 ans encore était totalement inaudible, est parfaitement entendu par le gouvernement actuel. Ça, c'est clair. Pascal. Oui. Pour essayer de penser la part un peu sombre, difficile des rapports franco-américains, tu as avancé, je crois, ce qui est très très juste, cette concurrence entre deux universalismes. Et qu'on voit bien dans le parallélisme des grands textes fondateurs et dans cette prétention, au meilleur sens du terme, de la France et des États-Unis, qui à partir d'un moment rentrent en concurrence. Hein, c'est ce que je disais, quand il y a deux universalistes, il y en a un de trop. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième élément, qui est le fait qu'on a affaire à deux grandes puissances. L'une est restée une grande puissance, l'autre est devenue, comme dit le président Giscard, une puissance moyenne. Et donc on voit bien qu'en France, il y a, en termes d'opinion, mais jusque dans les élites, une nostalgie de la grande puissance, qui est à l'œuvre et qui a développé presque une haine de soi. On est dans la nostalgie, dans la souffrance de ce que l'on a perdu. Et cela est très sensible dans les sondages d'opinion, qu'on soit à gauche, à droite, dans les couches populaires, pas dans les couches populaires, chez les intellectuels, pas chez les intellectuels. Il y a une souffrance française qui est un des éléments qui plombe. Parce que quand on compare les opinions publiques américaines et françaises, on est frappé de voir qu'en France, il y a un malaise profond qui s'apparente un peu à la haine de soi. Tandis qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas. L'opinion publique américaine est en phase avec son pays, il n'y a pas ce phénomène de haine de soi. Tandis qu'en France, des milieux intellectuels aux couches populaires, il y a à l'œuvre cette haine de soi qui, à mon avis, est un des éléments qui complique la relation franco-américaine et complique l'entrée, non pas économique dans la mondialisation, elle est déjà à l'œuvre, même si elle est très déséquilibrée. Mais en termes d'opinion, on n'est pas entré dans la mondialisation. Et ça, c'est un vrai problème. Je suis absolument d'accord avec toi. Je ne pouvais pas l'aborder aussi frontalement pour une question de positionnement institutionnel en quelque sorte, mais évidemment, à titre personnel, je suis absolument d'accord avec toi. C'est pour ça quand même que j'ai voulu terminer sur la crise d'identité et la crise du modèle, parce que je ne sais pas si on peut aller jusqu'à parler de haine de soi, mais moi, ce qui me frappe toujours dans les sondages d'opinion, c'est le pessimisme. On est la France est le pays le plus pessimiste d'Europe. Et c'est très intéressant parce que chaque fois qu'on pose la question aux gens, est-ce que vous avez confiance dans l'avenir de votre pays, c'est tragique, c'est à pleurer. Non, on n'a pas confiance dans l'avenir. Mais est-ce que vous avez confiance dans votre propre avenir et comment vous trouvez votre vie personnelle? Oh ben ça va pas mal. Les choses sont plutôt bien, je suis assez heureux, j'aime bien mon travail. C'est étonnant, cette schizophrénie d'un bonheur privé et de l'incapacité à se projeter, ce que font les Américains admirablement, dans une aventure collective, nationale. Moi, de mon point de vue, et c'est ça qui est si tragique dans le fait que Sarkozy ait complètement raté le débat sur l'identité nationale, de mon point de vue, il y a vraiment la nécessité en France d'un débat sur notre identité, évidemment, mais pas de la façon dont il a été posé. Le résultat, il a plombé la question pour 15 ans.
Alors que c'est maintenant qu'il faut se la poser. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce que c'est que la nation française? Comment est-ce qu'on vit ensemble? Comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir? Comment est-ce qu'on accueille les gens d'ailleurs? Comment est-ce qu'on veut à la fois, à la fois faire en sorte qu'ils soient français, qu'en même temps, contrairement à ce qu'on a pu imposer à des gamins dans les années 1880 jusqu'à 1950 et après, sans les intégrer à coups de règles sur les doigts, comment est-ce qu'on fait tout ça? Comment est-ce qu'on se pense comme français? Et aux États-Unis, c'est même pas un débat. Même pour les gens qui arrivent, le Pakistanais du coin chez qui on va acheter la pizza à New York, il n'a aucun problème. Il est américain. Ça lui viendrait même pas à l'idée. Au contraire, il serait très, très, très choqué qu'on mette en doute son patriotisme, sa citoyenneté, son envie d'être américain, de participer au rêve américain, même si le rêve américain, soyons honnêtes, ne concerne quand même que très peu de gens. C'est à la fois c'est un concept politique génial, parce que ça fait tenir une société, alors qu'il y a quand même assez peu d'élus, comme dans toute société. Donc la vraie question politique aujourd'hui, celle à laquelle nos responsables politiques sont incapables de donner la moindre réponse, c'est qu'est-ce que c'est que cette aventure commune qu'on doit mener ensemble en tant que pays, et qui n'est pas ridicule, et qui n'est ni risible. Le patriotisme, quand il n'est pas nationalisme, n'a rien de risible, et dont on ne peut pas s'exonérer, parce que sinon on n'avance pas. Encore une fois, c'est ce paradoxe extraordinaire de la France, avec d'un côté la super technologie que le monde nous envie, encore aujourd'hui, même si on baisse, et de l'autre côté, toute une frange qui se sent légitimement exclue de ce monde qui bouge. Et je ne vois pas, au jour d'aujourd'hui, d'hommes ou de femmes politiques en France qui même essayent de répondre à la question. Marine Le Pen, c'est évidemment qu'elle a très bien compris ça, mais ses réponses sont juste insupportables et absurdes. Les autres, on ne les entend pas beaucoup. Laurent. Oui. Je voudrais simplement ajouter quand même à ta conférence le fait que, vivant aux États-Unis depuis maintenant 37 ans, je vois aussi que lorsqu'il y a des événements qui se passent dans les sociétés, soit en France ou aux États-Unis, des réactions qui sont quelquefois vraiment très difficiles à vivre en tant que Français aux États-Unis, que ce soit la guerre en Irak en 2003 ou même l'événement de Charlie Hebdo ici aux États-Unis. Je suis dans une école épiscopalienne et dans cette école, on a invité un journaliste libanais qui vit aux États-Unis et qui a dit devant tous les élèves que la France était un pays raciste. Et j'ai essayé de répondre à mes collègues leur expliquant qu'on pouvait peut-être dire cela de la France sous Vichy, mais qu'il est impossible de pouvoir dire cette phrase à l'heure actuelle. Il y a peut-être des poches racistes en France, il y en a certainement, mais on ne peut pas dire que le pays est raciste. Or, cette phrase a été acceptée et par des professeurs, donc des gens qui normalement questionnent une façon de s'exprimer. Et ça n'a pas été questionné. Et c'est quelque chose qui est difficile à vivre. L'autre point sur lequel je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est que lorsque nous avons eu cette phrase de l'ambassadrice américaine en Ukraine, et qui a osé dire que Fatih, là aussi, en tant que Français, je me demande si au niveau diplomatique, il y a des relations qui ne sont pas quand même tendues à certains égards. C'était pas l'ambassadrice, c'était la sous-secrétaire d'État, qui est d'ailleurs venue, qui a fait une tournée européenne il n'y a pas très longtemps, mais qui est connue pour ça, personne ne la prend au sérieux à Washington, à vrai dire. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont nommée à l'Union européenne, parce que comme c'est pas une puissance politique, bref, elle est assez sotte. Ça peut arriver, hein, bon. Et puis par ailleurs, on peut parler aussi des affaires d'espionnage. C'est un peu la même chose. Je l'avais dans mes notes, mais j'ai passé dessus assez vite. Mais vous avez bien vu ce qui s'est passé avec Mme Merkel, qui a été espionnée par la NSA, et 3 présidents français. Juste une seule chancelière allemande, parce qu'elle a depuis longtemps, mais 3 présidents français successifs qui ont été espionnés. Alors, on a eu une réaction extrêmement forte. L'ambassadrice américaine a été convoquée par
Laurent Fabius au Quai d'Orsay. Et quand un ambassadeur est convoqué, c'est pas des moments agréables du tout. Ça m'est jamais arrivé, j'espère que ça m'arrivera pas. Et le président Hollande a dit très sérieusement c'est intolérable, il a réuni un conseil de défense, etc. Puis à la fin on a dit mais tout ça a déjà été traité dans le cadre de la visite d'État de M. Obama en France, et puis c'est passé. Et Mme Merkel a fait la même chose. Il y a eu un non-lieu pour les faire de l'espionnage. Pourquoi? Pas parce qu'on est naïf, parce qu'on fait la même chose. On fait la même chose. Je suis désolé de le dire, mais heureusement qu'on fait la même chose. Heureusement qu'on s'espionne aussi entre alliés, parce que sinon, ça serait bon, nos services seraient inemployés. Et ensuite, ça fait partie des choses qu'on a toujours faites et qu'on continuera à faire. Donc, il n'y a pas de tension diplomatique de ce point de vue-là entre France ou Europe et États-Unis. Ce que tu dis sur la réaction des collègues est intéressant, mais on a toujours le fléau de la balance va d'un côté ou de l'autre. Soit la France est un pays abominablement raciste, soit la France est un pays peuplé de fondamentalistes. Parce qu'on a cette réaction-là aussi aux États-Unis. Je t'assure, quand on est diplomate en poste aux États-Unis, on passe notre temps à dire, écoutez, arrêtez de nous ennuyer avec les musulmans de France. Il y a à peu près 5 millions de gens provenant à l'origine de pays majoritairement musulmans. D'abord, la plupart de ces gens entretiennent avec l'islam un rapport très distancié, comme nous avec la religion catholique, ou avec la religion protestante, ou avec la religion juive, d'une part, et d'autre part, la France est maintenant une société complètement multiculturelle. Donc on se bat sur les deux fronts. On doit à la fois prouver qu'on n'est pas raciste, et en même temps qu'on n'a pas des fondamentalistes prêts à égorger les gens dans la rue. C'est complètement absurde comme situation. Sur la France raciste, alors pour le coup, après l'attentat de Charlie Hebdo, je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête à ce garçon, parce que ça n'avait rien à voir, enfin, ce n'était pas une question de racisme ou de quoi que ce soit, c'était un acte terroriste, fait par des jeunes crétins sortis du système scolaire, qui ont appris à échapper à la police en prison, en gros, comme si souvent maintenant, les terroristes sont des franchisés d'une organisation qui n'a pas de vrai chef, et qui, au fond, exploite la misère et la bêtise des gens dans le monde entier qui se considèrent comme investis d'une mission divine. C'est ça, Charlie Hebdo, pas de racisme et tout. L'affaire des caricatures aux États-Unis a été intéressante. À mon avis, plus intéressante encore, parce que beaucoup de journaux ont hésité à les publier, ont finalement décidé de ne pas les publier. Et le rapport, mais le rapport des États-Unis avec la religion, au fond, est hors du cadre de la conférence. C'est pas une question franco-américaine, c'est une question américano-américaine. Quelle est la position de la religion dans ce pays? Quel est le rapport qu'on a avec le blasphème dans ce pays? Chez nous, le rapport est extrêmement distancié. La revue Études, la revue des Jésuites en France, a publié des caricatures. Non pas de Mahomet, naturellement, mais de Benoît XVI, de Jean-Paul II, publiées dans Charlie Hebdo, et des caricatures qui n'étaient pas piquées des vers. Enfin, tu peux imaginer, tout y passait. Hein. Bon, c'est une revue chrétienne qui l'a publiée pour montrer que on peut ne pas être d'accord, chrétienne de gauche, on peut ne pas être d'accord, on peut se poser des questions, on peut aussi, quand on se sent attaqué, avoir la seule réaction digne en démocratie, qui est d'aller en justice, pour dire « je ne suis pas d'accord avec ça, je veux que ça soit interdit », mais on ne prend pas un fusil pour aller tuer des dessinateurs. Voilà. On est constamment, quand on est en poste dans ce pays, en train d'essayer d'expliquer notre spécificité, et je te dis dans les deux sens. À la fois pour dire qu'on n'est pas un pays, qu'il n'y a pas, que la goutte d'or, ça n'est pas Daesh, ni Barbès, ni aucun lieu en France, et en même temps que la France n'est pas un pays raciste. On danse sur deux volcans, d'une certaine manière. Dominique, tu voulais... Je voulais simplement parler de deux universalistes. Il y en a un troisième qui arrive, c'est la Chine. Oui. Avec un aspect très intéressant, la multiplication des instituts Confucius dans le monde entier, et une synthèse qui est en train de s'opérer entre le bouddhisme et le confucianisme, avec une véritable volonté de fonder et de concurrencer les États-Unis et donc
notamment sur le terrain culturel. Est-ce que dans la diplomatie française, vous avez intégré ça? Oui. L'Institut Confucius, c'est un mouvement de fond extraordinaire. Il y en a même un à Ljubljana, dans l'Institut Confucius. Or, la présence chinoise à Ljubljana est quand même assez sporadique, disons. Mais ils sont littéralement partout. C'est extraordinaire. En Afrique, non seulement économiquement, mais culturellement aussi. Et pour la première fois, c'est ça qui est le plus frappant, me semble-t-il, la Chine, qui n'a jamais été un pays expansionniste, qui s'est toujours contenté de ses frontières, parce qu'il faut dire qu'elles sont confortables, eh bien, la Chine, pour la première fois, essaye de développer dans le monde un universalisme qui n'est pas le nôtre, et des valeurs qui ne sont pas les valeurs occidentales. Il est évidemment trop tôt pour savoir ce que ça peut donner, et puis par ailleurs, la Chine elle-même n'est pas stabilisée politiquement, en réalité. On le voit à des tas de signes, ni économiquement, mais on en a pleinement conscience. Alors cela dit, nous, depuis 20 ans, on diminue chaque année les subventions à nos instituts français parce qu'on n'a pas les sous. Et pour les Chinois, il n'y a aucun problème d'argent. Le problème d'argent n'existe pas. Il faut faire un institut Confucius à Ljubljana, on met 5 millions d'euros pour faire un institut Confucius à Ljubljana. Nous, on n'a plus les moyens de faire ça. Et aucun pays européen n'a les moyens de faire ça. On a encore le plus grand réseau, le deuxième réseau mondial, concurrencé de plus en plus par le réseau chinois qui se développe extraordinairement. On va avoir manifestement, et heureusement d'une certaine manière, une concurrence fondée sur ce que les Chinois pensent être le retour à un ordre normal du monde. C'est-à-dire un ordre du monde où la Chine est première puissance, comme ça l'a été durant des siècles. Moi, je vois bien ça avec mes collègues diplomates chinois. Ils sont pas loin de considérer que 1492 et tout ce qui a suivi, c'est un accident de l'histoire, en quelque sorte, et que le retour à l'ordre normal des choses, ça serait quand même que la Chine soit le pays dominant. Donc il y a de leur point de vue une volonté politique très très claire de s'imposer, non plus seulement comme l'usine du monde, mais comme un acteur politique dominant. Est-ce que ça rejoint d'ailleurs votre question au tout début, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur nous? Dans le meilleur des cas, qu'on resserre les rangs. Non pas en opposition à la Chine, c'est absurde, parce que après tout, il n'y a pas de raison d'être hostile, a priori, même s'il y a des choses insupportables en Chine, dans le domaine des droits de l'homme notamment, non pas en opposition, mais en solidarité, comment dirais-je, occidentale en quelque sorte. Et quand je dis Occident, ça veut dire aussi, j'englobe dans l'Occident un bon nombre de pays qui sont ni européens ni américains du Nord. Parce que si on ne fonde pas cette solidarité comme on a pu la fonder au sein de l'Union européenne, on est très très mal. On va en gros être marginalisé extrêmement rapidement. Bon, à supposer que la croissance chinoise continue, que ça n'implose pas, parce que la Chine a quand même une grande capacité d'implosion sur elle-même, je veux dire, plutôt que hors de ses frontières. Historiquement, c'est plutôt ça qui se passe. Cette fois-ci, ça sera peut-être différent. Sujet d'une prochaine conférence. Absolument. Quand je serai ambassadeur à Beijing.